Voilà le général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la France, il incarne celui qui se bat jusqu'au bout contre l'envahisseur, il incarne les valeurs héroïques de la France. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. C'est-à-dire qu'il range le drapeau alors qu'il a gagné la guerre. Et pourquoi il fait ça? Il ne fait pas ça parce que c'est un lâche. Il ne fait pas ça parce que c'est un collabo. Non, au contraire. Il fait ça parce qu'il pense que c'est l'intérêt de la France. Donc, c'est-à-dire qu'il renonce à ce qu'il incarne pour ce qu'il pense être l'intérêt de la France. Et les types qui s'opposent à lui, ils passent pour des fascistes, c'est le contraire. C'est eux les vrais gaullistes. C'est-à-dire que c'est eux qui lui disent non, les valeurs que tu défends toi, ce sont les valeurs héroïques de la France. Donc battons-nous et restons. Vous voyez déjà le premier front renversé. Le deuxième front renversé, pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir colomber les deux mosquées. Vous connaissez tous ce mot. Évidemment, la seule question qui compte pour le général de Gaulle, elle est démographique. Parce que le général de Gaulle, contrairement aux nains qui nous gouvernent depuis des années, non, excusez-moi, il sait que l'histoire est déterminée par la démographie. Les Américains ont une très jolie formule, ils disent la démographie, c'est le destin. Donc voilà, il le sait. Et donc il est obsédé par ça. Dès 1962, quelques mois après l'indépendance, il commence à dire au Conseil des ministres qu'il y a trop d'Algériens qui viennent en France. Quelques mois après. En fait, il a donné l'Algérie au FLN parce qu'il ne veut pas que les 10 millions d'Algériens soient français. C'est la seule raison. Et en face, les gens qui passent pour d'infâmes fascistes et racistes aux yeux de la gauche, c'est le contraire. Eux, c'est les plus universalistes. Paradoxe extraordinaire. Eux croient que les 10 millions d'Arabes peuvent devenir français et peuvent s'intégrer à la France. Et c'est eux qui passent pour des fascistes et des racistes. Deuxième paradoxe. Non mais, c'est extraordinaire. Et troisième paradoxe, c'est qu'en arrêtant la guerre d'Algérie, De Gaulle choisit la prospérité économique. Voilà, il dit, on ne va pas se trimballer 10 millions de pauvres qu'on va devoir porter à bout de bras et qui vont empêcher le développement économique de la France. Il a l'exemple à l'époque, les technocrates lui expliquent, lui montrent les Pays-Bas qui se sont débarrassés de l'Indonésie et la croissance a explosé. Et donc il se dit, on va faire pareil. Et ça marche. La croissance économique dans les années 60 est formidable. Sauf que mai 68, qu'est-ce que c'est? C'est une révolte matérialiste, c'est une révolte consumériste. Donc c'est les enfants de ce choix économique et consumériste du général de Gaulle qui vont l'abattre. Vous voyez, tout ça s'emboîte incroyablement dans cette histoire. Et donc, après, ces gens-là qui sont donc les vaincus, en fait, ils vont devenir les vainqueurs. Et toute l'histoire du livre, c'est comment les vaincus vont retourner leur défaite pour détruire le régime qui les a vaincus et pour détruire la France qui les a vaincus. Et donc il n'y a pas de complot, vous comprenez. Il y a des jeunes gens qui sont le plus souvent à l'extrême gauche. Il y a aussi d'ailleurs de l'autre côté des libéraux, c'est-à-dire des gens qui croient que l'économie doit être beaucoup plus libérale, que l'État doit se retirer, qui croient souvent en l'Europe, en la grande Europe, que la souveraineté nationale doit se coucher. Et là, il y a une alliance objective qui va se mettre en place petit à petit. On le voit. Je vais vous donner un exemple qui m'amuse beaucoup parce que je suis souvent dans cette polémique. Quand on dit, vous savez, pour l'école, quand on dit il faut supprimer les notes, tout ce discours pédagogiste, etc. Nous tous ici, on voit ça comme, évidemment, un discours de gauche qui, toujours de bisounours, qui ne veut pas de sanctions, etc. Et on a complètement oublié ce que nous balancent très pertinemment les défenseurs des pédagogistes, c'est que ce n'est pas l'extrême gauche qui a commencé ça. C'est Alain Peyrefitte, sous le général de Gaulle, ministre de l'Éducation nationale. C'est les ministres du général de Gaulle qui ont commencé le travail mis en place et continué pendant 40 ans. Et pourquoi ils le faisaient? Il faut lire, je le cite longuement parce que c'est un livre extraordinaire, Le mal français d'Alain Peyrefitte. Il faut lire cette conversation incroyable entre Alain Peyrefitte et Georges Pompidou. C'est pas Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem. Hein. Il y a bon, évidemment. Non, intellectuellement, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Hein.
Mais il faut un peu s'accrocher, quoi. Bon, c'est évidemment. Mais qu'est-ce que se disent ces deux normaliens? C'est absolument passionnant. Perfit lui dit, en fait, le drame français, c'est qu'on est des catholiques, de religion ou de culture, vous avez bien compris. C'est-à-dire des paysans, avec l'État, avec l'égalité, et qu'on n'est pas des protestants. Voilà, c'est ça. La grande idée des élites françaises depuis 1815, c'est mais pourquoi on n'est pas été protestant? Pourquoi Louis XIV a viré les protestants? Mais quelle connerie! C'est ça que disent les élites françaises depuis 2 siècles. Et Perfit reprend ce discours-là. Pourquoi on n'est pas protestant? On serait libéraux, on serait commerçants, et on serait beaucoup plus souple dans les notes. Qu'est-ce que c'est que ces rigueurs? Perfit. C'est le même discours. Et ce discours-là, auquel va s'opposer Georges Pompidou, au nom de la France, au nom de l'État. Il dit à un moment, il dit, vous savez, je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, mais les jeunes doivent avoir oublié, et pourtant c'est fondamental, le discours de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 1969. Et Pompidou dit à Perfit, très énervé, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'a pas prononcé une fois le mot nation, une fois le mot État? On dirait que ça lui écorche la gueule. Il est furieux. Il est furieux. Vous voyez, les deux logiques, la logique libérale, la logique étatiste. Et cette logique libérale va rencontrer la logique gauchiste, si vous voulez, qui, eux, veulent détruire la culture bourgeoise par haine de la culture française, par haine de la France, avec des libéraux qui disent mais oui, il faut arrêter, là, il faut être américain, il faut être technicien, il faut être moderne, on ne va pas embêter les enfants avec Baudelaire. Et voilà, il faut leur apprendre la technologie moderne, et puis il faut leur apprendre à être des commerçants, et puis à être dynamique, et puis à être audacieux. Vous voyez, la rencontre des deux. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Alors on a évoqué le rôle de l'école, on peut y revenir un peu. C'est vrai que moi je suis toujours stupéfait de la profusion des magazines qui parlent de l'histoire aujourd'hui. Il y a des dizaines de magazines spécialisés qui parlent de l'histoire, certains consacrés à Louis XIV, d'autres à Napoléon pour les plus connus, et comme si ils avaient bien compris qu'il y avait un besoin d'aller vers ce qu'on ne nous enseigne plus. Mais si vous voulez, là, alors là, on ne peut pas parler de complot, mais on peut parler de, comment dire, d'agenda. Il faut enlever aux Français la mémoire de la France. Et là, une fois de plus, c'est la même alliance. Les uns, c'est au nom de l'Europe et de la modernité, qui ont bien compris que si pour devenir européen, il fallait oublier d'être français, parce que sinon ça ne marche pas, on est trop français, on est trop imprégné de notre culture, on est trop imprégné de notre histoire, et puis on a des réflexes, etc. Et les autres, c'est parce que l'extrême gauche, pour eux, la France, l'histoire de France n'est qu'un tissu de crimes. Que les Français sont un peuple de criminels, colonisateurs, pire que les nazis. Voilà. Ça, vous avez les deux camps. Et ces deux camps se tiennent la main depuis 40 ans. C'est assez simple à comprendre en vérité. Donc il faut ôter l'histoire de France de la mémoire des Français. Je vais vous raconter une anecdote et je ne donnerai pas de nom. J'étais il y a quelques années dans un débat chez Tadei, vous savez, sur la 3. Et j'ai eu un affrontement très dur avec un historien, un sociologue, qui défendait l'antiracisme militant, le multiculturel et le vivre ensemble, etc. Et je crois que j'ai été assez violent, assez dur avec lui. Donc il était un peu furieux. Parce qu'il y a un côté, comment dire, qui touche à la vanité de chacun d'entre nous quand on est à la télévision et quand il y a ces joutes. Vous savez, c'est comme dans la cour de récréation. Là, on redevient les petits garçons de 10 ans et il faut que le sang coule. Et donc le sang avait coulé, il était furieux. Et donc il m'attrape par le bras, comme ça, on allait à la salle de maquillage, et il me dit, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, on s'en fout, on tient les programmes scolaires. C'est une histoire extraordinaire, je peux vous dire. Et ça, c'était il y a 3-4 ans. Et quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, le Najat Vallaud-Belkacem qui dit on va tout changer, laïcité, autorité, c'est du baratin. Vous avez bien compris que c'était un rideau de fumée. À qui elle va donner cet argent, les 800 millions, je ne sais pas quoi?
Elle va donner cet argent à la Ligue de l'enseignement laïque. La Ligue de l'enseignement laïque, c'est depuis 40 ans le fond du multiculturalisme diffusé par l'école. C'est-à-dire que soi-disant, il est laïque, c'est plus Jules Ferry. Hein. C'est comme le syndicat des instituteurs. Ils étaient communistes avant. Aujourd'hui, ils défendent la théorie du genre. Ils défendent le multiculturalisme. Les enveloppes sont restées les mêmes. Ce qu'il y a dedans, c'est plus la même chose. C'est ce que j'explique dans le livre. La transmutation de tous ces gens. Il faut bien comprendre ça. On n'a plus affaire aux mêmes. Ils ont les mêmes noms, c'est ça qui nous trompe. Mais l'idéologie dedans n'est plus la même. C'est pour ça que vous verrez dans le livre, je rends même un hommage paradoxal à Georges Marchais. Vous verrez, il y a un chapitre, si vous l'avez lu, sur Georges Marchais. Parce que Georges Marchais, il y a un moment où, dans toute cette histoire, il comprend ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il comprend que lui, qui se croyait le vainqueur avec les gaullistes, il est dans le même sac, la même poubelle de l'histoire que ses grands adversaires et ses grands alliés en même temps gaullistes. Il le comprend en 80, 81, il comprend tout. Je raconte ça dans le livre. Et il y a un moment où il est exactement le dernier défenseur de la France traditionnelle, lui, le communiste révolutionnaire. C'est un moment assez fou dans l'histoire de France. Comme une partie de la classe ouvrière, d'ailleurs. Évidemment, mais depuis, d'ailleurs, les ouvriers votent Front National. Voilà. Marchais, il a été vaincu, et donc tout a basculé. Mais si vous voulez, toute cette histoire-là, depuis 40 ans, il faut bien comprendre, ça s'est passé, il y a eu, et vous verrez dans le livre, parce que la chronologie parle tout le temps. C'est pour ça, ça m'a amusé votre première question, l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui, dans 10 ans, on comprendra bien tout ce que je viens de vous dire. C'est dans la suite logique, la chronologie parle. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui est souligné à plusieurs reprises dans votre livre, c'est la sémantique. L'évolution sémantique, on nous impose. Aujourd'hui, maintenant, les journalistes, chers confrères et néanmoins amis, n'arrêtent pas de dire le mot le plus à la mode, c'est dérapage. Quand quelqu'un dit quelque chose que ne pense pas un certain nombre de dominants ou de journalistes, c'est un dérapage. Donc, moi, je suis le roi du dérapage. Le roi du dérapage. L'empereur absolu. Schneiderman a dit que j'étais un dérapage sur pattes. Le Napoléon du dérapage. Et quand je dis Napoléon du dérapage, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, pas à vos ennemis, parce qu'ils préfèrent de loin Waterloo à Austerlitz. Bah oui. Hein, oui, hein. C'est drôle ce que vous dites quand vous parlez de dérapage. Il y a une très jolie formule de Philippe Muret, vous savez, le regretté Philippe Muret, qui disait, en parlant des bien-pensants, ils ne peuvent jamais déraper, ils sont la glace. Donc, dérapage, mais ça n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Bien sûr. Moi, j'ai vécu de l'intérieur, parce que je suis un vieux journaliste, comment a été imposé, sans que ça soit dit vraiment, l'expression jeune, pour ne plus préciser l'identité ethnique d'un certain nombre d'agresseurs à Paris. On nous a imposé, mais pas imposé en disant à partir de demain, dans la rédaction de Radio Monte-Carlo où j'étais, on dira jeune. Si vous disiez jeune, issu de machin, on commençait à vous regarder de travers. Et le milieu est très important, et l'autocensure, très importante. Ça nous amène à parler, bon, vous le dites dans votre livre aussi, c'est vrai qu'on est glissé, moi quand j'étais plus jeune, on parlait de l'Holocauste. Aujourd'hui, plus personne n'emploie le mot d'Holocauste, on ne parle plus que de Shoah. Exactement. Alors, ça c'est très important, il y a deux choses. Il y a deux choses qui s'emboîtent comme des poupées russes l'une dans l'autre. La première, c'est que, et ça c'est le génie des communistes qui avait été très bien dénoncé dans 1984, c'est-à-dire que les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils disent vraiment. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans 1984, liberté, ça voulait dire esclavage, paix, ça voulait dire guerre, et on apprenait aux gens des mots qui voulaient dire le contraire de ce qu'ils disaient auparavant. Tout le travail, le lavage de cerveau par les communistes repose là-dessus. Et nous avons des enfants des communistes, il faut bien comprendre ça. Nous avons les antiracistes, les féministes, tous ces gens-là sont des enfants des communistes. Ils ont repris les mêmes méthodes. Donc ça, il faut bien, ça c'est une première chose. Et donc, les mots, ils font la guerre des mots. C'est-à-dire que les mots sont des armes de guerre et ils les imposent pour imprimer dans le cerveau des gens l'idéologie qu'ils défendent. Donc effectivement, vous avez raison, dérapage, donc vivre ensemble, donc vous voyez, tous ces mots-là ont un sens pour eux.
qui n'est pas le sens de la réalité. Et deuxièmement, justement j'en arrive là, c'est le nominalisme. C'est-à-dire qu'il nomme pour ne pas décrire, il nomme pour effacer. C'est-à-dire que les mots servent à effacer la réalité. Voilà. On l'a bien vu, après Charlie, c'est la même chose tout ça. C'est pas d'amalgame. Voilà. Le danger, les types tuaient, je ne sais pas, 15 personnes, et non. Le danger, ce n'était pas eux, ce n'était pas la mort de ces types, non, c'était l'amalgame. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Donc le nominalisme, on nomme quelque chose qui n'existe pas pour lui donner une réalité qu'il n'a pas. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais il faut bien que vous compreniez que vous êtes l'objet d'une guerre idéologique et que l'idéologie, c'est une guerre et que c'est une guerre des mots, justement, et que les mots ont un sens et que quand on vous impose des mots, eh ben, votre cerveau en est changé et donc votre vision du monde en est changée. Et c'est pour ça que moi, je passe mon temps à être traité comme ça. C'est parce que justement, la première chose que je fais, c'est la guerre des mots. C'est-à-dire que je prends les mots qu'ils disent, je dis non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça n'existe pas. C'est un travail, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc je dérape, évidemment, puisqu'ils sont la glace. Merci. Alors, quand on est justement, on va venir à un autre sujet très important, mais qui est lié. Quand on est dans ce que vous avez décrit assez justement de guerre des mots, on essaye d'imposer les idées par la sémantique. Est-ce qu'on peut vraiment défendre la liberté d'expression? Mais la liberté d'expression, si vous voulez, c'est un mythe. Vous avez bien compris. C'est évidemment un mythe. En fait, nous vivons depuis 2 siècles, non pas sous le régime de la liberté d'expression, non pas sous cette phrase galvaudée de Voltaire, dont on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait prononcée, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai ou je mourrai, ça dépend des versions, pour que vous puissiez le dire. Non. La vraie phrase fondatrice de la modernité, en particulier en France, c'est la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est cette phrase-là qui nous gouverne. Il faut bien que vous compreniez ça. Donc, si vous voulez, à partir de là, la liberté n'est qu'un mot pour imposer sa vision du monde. Si vous n'êtes pas dans cette vision du monde, vous n'avez pas de liberté. Si vous êtes dans cette vision du monde, vous avez la liberté d'imposer aux autres votre vision du monde. C'est tout. Alors, évidemment, c'est très difficile à avaler pour des Français qui se croient les porte-drapeaux de la liberté. Védrine a une très jolie formule, il dit « Nous ne sommes pas le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme ». Je sais, je trouve ça assez joli, mais c'est assez juste. Mais Hubert Védrine dit souvent des choses très justes. C'est un analyste extraordinaire que j'ai l'occasion de connaître. Et donc, je trouve cette formule excellente. Donc, les anglo-saxons ils ont tous les défauts de la Terre, mais ils sont les vrais pays de la liberté d'expression. Il ne faut pas leur enlever leur qualité. Vous savez, en fait, il y a dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, parce qu'il faut revenir à ça, c'est fondateur, il y a un affrontement entre 2 conceptions de la modernité. La conception anglo-saxonne, la conception française. Les 2 conceptions ont leur grandeur. La conception anglo-saxonne, c'est la liberté, et donc l'inégalité. La conception française, c'est l'égalité, et donc pas de liberté. Ça ne veut pas dire, vous comprenez bien que ça ne veut pas dire que c'est les faire, hein, vous avez bien compris. Quand je dis pas de liberté, ça veut dire que le collectif doit l'emporter, c'est l'égalité. C'est les 2 conceptions. Et l'affrontement entre l'Angleterre et la France napoléonienne, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est en France, on est un des pays les moins libres de l'Occident démocratique. Nous avons un arsenal de lois que moi je qualifie de liberticide depuis la loi Pleven, vous voyez, 72, je vous ai dit, la chronologie. Oui, dans votre livre, on le voit très bien. Tout de suite, dès 72, au nom de l'antiracisme, au nom d'une conception suprême de l'humanité, immédiatement, on commence à verrouiller la liberté au nom de la lutte
contre les discriminations, les stigmatisations. Ça commence avec la loi Pleven. Par exemple, vous savez, c'était le jeu de l'auteur du Camp des Saints, vous savez, ce livre qui racontait, vous connaissez tous ici ce livre. Il l'a publié en Jean Raspail. Il l'a publié en 1973. Il l'a réédité il y a 2-3 ans. Et un avocat a fait le compte. C'est-à-dire que ce livre aurait pu être attaqué, je crois, des dizaines et des dizaines de fois. Alors qu'en 1973, il n'a pas été attaqué du tout. En 40 ans, nous avons accumulé un corset de lois liberticides à partir de cette fameuse loi Pleven, encore une fois avec les meilleures intentions du monde, vous avez bien compris. C'est pour ça que je vous dis pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ce n'est pas au nom d'un ordre rétrograde, conservateur, non, c'est au nom du progrès, c'est au nom de l'humanité qu'on corsette et on enferme la liberté de pensée et d'opinion. Je vous passe toutes les lois, la loi Guesso, les lois sur les discriminations, tout ça, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Dès le début, dès 72. Et ça nous permet des lois votées toujours à l'unanimité, pardonnez-moi. À l'Assemblée, toujours à l'unanimité. Qui nous permet de revenir sur les humoristes. Il est vrai que quand on prend certains sketchs de Desproges ou de Coluche, aujourd'hui, ils tomberaient comme un vulgaire Dieudonné sous le coup de la loi pour prendre l'évolution de ça. Ça aussi, c'est un moment très intéressant. En fait, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Ces gens-là, dont on vante toujours le talent, etc., avec raison, et la liberté de ton, de propos, etc., avec raison aussi. Mais pourquoi? Parce que, si vous voulez, j'explique ça dans le livre, il y a 3 grandes parties. Il y a les années 70, qui sont les périodes de la déconstruction. Dans les années 70, le pouvoir traditionnel, la France traditionnelle, paraît encore puissante. Et donc, il y a des jeunes gens qui donnent des coups contre cette vieille France. Mais cette vieille France, si elle est encore belle, si la façade est encore belle, en vérité, elle ne tient plus rien. Vous comprenez? L'Église ne censure plus, le pouvoir gaulliste censure à la marge. Tout ça est monté en crème depuis. En vérité, ce sont des vrais libéraux. Et parce qu'ils ne se sentent plus en capacité d'imposer leur vision. D'accord? Ces gens-là, ces jeunes rebelles, qui veulent démolir les vieilles institutions au nom du progrès, au nom de la liberté, au nom de l'antiracisme, au nom du féminisme, au nom de l'individualisme, etc., etc. À partir des années 80, c'est la deuxième partie du livre, là, ils commencent à prendre le pouvoir. Ils ont les médias, Canal+, ils ont les lobbies, le lobby homosexuel, le CRIF, les lobbies antiracistes. Tout ça, ils commencent à s'organiser, ils commencent à prendre le pouvoir. Mais eux ne vont pas supporter l'opposition, ils ne vont pas supporter la critique, ils ne vont pas supporter la dérision qui leur a permis à eux de détruire l'ancien pouvoir. Et donc, à partir des années 90, ils vont verrouiller tout ça. Terminé, fini de rire. Donc, les Coluche, les Desproges, dont on parle tout le temps avec raison, c'est que simplement, ils ont été dans une période transitoire où le vieux pouvoir n'était plus assez puissant et où le nouveau pouvoir n'était pas encore assez puissant. Et donc, ils ont profité d'un moment de liberté extraordinaire, les années 70-80. Extraordinaire, qu'on ne verra plus avant longtemps. Parce que dans les années 50, la pruderie du vieux monde paysan catholique l'empêchait, et dans les années 90, ce que moi j'appelle une nouvelle pruderie de l'ordre féministe, antiraciste, etc., l'empêche. Et il y a 20 ans où tout est permis. Et ça donne ça. Ça donne ces gens qui sont extraordinaires, parce que tout leur est permis. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on va faire un peu le côté critique. On va revenir sur ce qu'on reproche le plus souvent à Éric Zemmour, pour qu'il réponde un peu. C'est vrai qu'on vous reproche... Non, on ne va pas passer la nuit avec moi, ça sera vite fait. On reproche ce côté misogyne. Alors, on dit toujours... mais c'est pas moi qui parle. J'ai le droit quand même de me faire le porte-parole de ceux qui ne sont pas en adoration devant Éric. C'est vrai qu'on vous reproche le côté un peu misogyne. C'est un combat difficile, mais vous le montrez bien, le féminisme aussi a été dévoyé. Non, en fait, non, c'est pas exactement ça. C'est que
D'abord, il faut bien comprendre que dans la logique que j'ai décrite tout à l'heure de la guerre idéologique, on n'attaque plus des idées. Il faut bien comprendre. On catalogue moralement et affectivement. C'est-à-dire que celui avec qui on n'est pas d'accord n'a pas des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Non. Il est méchant. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un jugement moral. Donc on ne me dit pas vous avez tort, on me dit vous êtes misogyne, vous êtes homophobe, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, vous êtes islamophobe. Vous comprenez? Ce n'est pas des arguments, ça. C'est un jugement de valeur. Vous comprenez? On ne vous dit pas je vais démontrer que vous avez tort. Non. On vous dit mais qu'est-ce que vous êtes méchant? Mais ce n'est pas un argument. C'est ça aujourd'hui le débat d'idées. On ne débat pas sur la raison, on psychologise. Il est méchant parce qu'il a eu un problème avec sa mère. Non mais c'est ça. Il est méchant parce qu'il a des problèmes sexuels. Ils sont allés jusque-là. Il est très méchant avec les femmes, il a peur des femmes. Oh là là. C'est profond ça comme argument. Voilà, c'est ça. C'est ça aujourd'hui le débat idéologique et politique français. Oui, on est tombé très bas. Donc, la misogynie, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est en vérité? Si vous voulez, j'essaye d'analyser une situation, vous avez compris, comment on a déconstruit le vieux monde. Dans cette déconstruction, un élément essentiel, je commence par ça, c'est la mort du patriarcat. Qu'on le veuille ou non, c'est un élément essentiel. On peut s'en réjouir, mais c'est essentiel. C'est-à-dire la loi du père. Et, comme dit Aldo Naori, le grand pédopsychiatre, à partir du moment où il n'y a plus de loi du père, il n'y a plus de loi. C'est quand même simple. À partir du moment où il n'y a plus de loi du père, il n'y a plus de limite. Parce que le père est là pour séparer la mère de l'enfant. Et la mère est là pour assouvir les besoins de l'enfant. À partir du moment où il n'y a plus le père pour lui dire « stop », il n'y a plus de limite aux besoins. Et donc nous sommes dans le caprice permanent. Ce n'est pas de la misogynie. Ce n'est pas détester les femmes que de dire ça. Ce n'est pas avoir peur des femmes que de dire ça. C'est stupide. Enfin, moi, je trouve ça stupide. Au contraire, c'est magique. Une femme et une mère qui dit oui à son enfant. Je ne suis pas en train de dire que c'est stupide. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ont tort. Non. Le problème, c'est qu'elles sont toutes seules. Et qu'on a détruit l'équilibre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'essaye d'expliquer, sans tomber dans la théorie du complot qu'on me reproche tout le temps, qui est encore une fois une bêtise, j'essaye d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Parce que c'est intéressant de savoir pourquoi. Ça aurait pu se passer autrement. J'essaye de comprendre et je trouve, dans des livres très intéressants, parce que ce sont des Américains, et que les Américains ont connu ça 30 ans avant nous, et que pourquoi? Parce que le capitalisme américain était en avance sur nous. Donc évidemment, comme il est en avance sur nous, eh ben, il trouve des solutions qu'on va adopter 30 ans plus tard. Donc je lis dans Christopher Lasch, très intéressant, sociologue mort aujourd'hui, qui explique dès les années 70 que dans les années 20, le capitalisme subit une double mutation. La première, il taylorise, vous vous souvenez, hein, Charlot, les temps modernes, donc il doit transformer les ouvriers en machines, hein, toujours la même chose, vous vous souvenez tous. Et deuxièmement, il y a des problèmes de surproduction, la crise de 29, et donc il faut transformer les gens en consommateurs pour avoir des débouchés. D'accord? Ça, c'est les deux mutations. Et comment Christopher Lasch explique ça? Comment on est arrivé à ça? Tout simplement en détruisant le père de famille. Le père de famille ouvrier, puisqu'il fallait détruire sa fierté de son travail pour en faire une machine. Et deuxièmement, pour transformer tout le monde, hommes, femmes, enfants, en super consommateurs, il fallait tuer la loi du père, puisque c'était la limite. Donc il fallait nous transformer tous en capricieux, inassouvis en permanence. Vous voyez, on est loin de la misogynie. Et comment Christopher Lasch explique ça? Il explique que dès les années 20, il y a une alliance entre les grands patrons, les psys en tout genre et les féministes pour donner l'assaut au nom du bonheur, exactement comme aujourd'hui, hein, la résilience et autres fadaises, là, vous connaissez tout ça. Oui, non, c'est le roi de la fadaise, lui. Alors lui, c'est la résilience, c'est le plus fort. Et donc, Cyrulnik, si vous nous écoutez, voilà, oui, bonjour. Bonjour. Il a l'habitude avec moi, vous inquiétez pas. Donc c'est ça.
Et donc, c'est le bonheur qui devient le dictateur et qui doit diriger tous nos esprits pour pouvoir consommer et pour pouvoir faire tourner notre machine économique. Vous voyez, c'est ça. Et donc, ce que j'appelle la féminisation de la société, c'est ça. Ça veut dire la destruction de la loi du père pour pouvoir nous transformer tous en hyper-consommateurs. Vous voyez, on est loin de ce quoi on m'accuse. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois ce diagnostic fait, aujourd'hui, on est à la deuxième partie. C'est-à-dire qu'au départ, le féministe, qu'est-ce que c'était? C'était deux choses. La première, c'était vous savez, le premier capitalisme, puisqu'on parlait du capitalisme, le premier capitalisme c'était le capitalisme qui avait mis les femmes entre guillemets à la maison. C'est pas moi, contrairement à ce qu'on dit. C'est le premier capitalisme. Pourquoi? C'est le 19e siècle, vous avez bien compris. Les femmes, elles avaient toujours travaillé. Elles étaient avec leur mari paysan, elles s'occupaient de la ferme comme leur mari, et c'est même elles, en France, qui allaient vendre les produits au marché. Au Moyen-Âge, c'est comme ça. On est loin de l'enfermement dans les cultures arabo-orientales, qui est une autre civilisation. On peut parler, si ça vous intéresse, Lévi-Strauss a écrit des choses magnifiques là-dessus. On peut expliquer pourquoi aussi leur enfermement. Mais ce n'était pas la civilisation chrétienne. Bon. Le 19e siècle les met à la maison tout simplement parce que le premier capitalisme est un capitalisme de l'épargne. Il faut épargner. Et donc les familles servent de transmission du patrimoine. Il faut élever des patrimoines. Et donc on fait cette distinction. Vous voyez, avec le code civil, avec l'organisation de la famille traditionnelle, qu'on appelle traditionnelle, mais en fait qui ne date que du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'à partir des années 60? C'est simplement la fin de cette parenthèse qui n'a duré en vérité qu'un siècle. Donc, vous voyez, les femmes reviennent, entre guillemets, les ouvrières n'ont jamais quitté le travail. Il y a toujours eu des ouvrières dans les usines. Il y a toujours eu des femmes avec leur mari dans les artisans. Donc voilà, ça c'est si vous voulez, un rattrapage. Voilà, un rattrapage après une parenthèse donnée pour une première étape du capitalisme. La deuxième chose, c'est deux choses différentes. C'est que certaines théoriciennes, comme Simone de Beauvoir, veulent que les femmes soient le nouveau prolétariat et plaquent l'analyse marxiste de la guerre entre ouvriers et patrons sur les femmes et les hommes. C'est-à-dire que les femmes sont le nouveau peuple ouvrier, le nouveau prolétariat. Ça, c'est autre chose. Là, il y a une volonté révolutionnaire, c'est-à-dire de faire tenir aux femmes le rôle révolutionnaire qui doit renverser la vieille société patriarcale. Et donc, dans un premier temps, d'où la fameuse phrase « on n'est pas femme, on le devient », qui est stupide, en vérité. Parce qu'on devient une femme, oui, mais on est aussi femme. C'est les deux, en vérité. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que la nature et la culture, c'est allié. Mais Pascal l'a déjà dit, et j'imagine qu'avant, d'autres l'avaient dit avant. Vous comprenez? Cette alliance entre nature, aujourd'hui on dit biologique, et culture, aujourd'hui on dit a priori, etc., c'est vieux comme le monde. Bon. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit non, on ne naît pas femme. Donc ça veut dire que tout est culturel, tout est social. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que madame n'est pas une femme. Elle n'est femme que dans le regard de l'autre. Si vous voulez, vous pouvez être un homme. Ça vous embouche un coin. Hein. Et monsieur se ferait une femme ravissante. Il s'est laissé aller bêtement, il s'est soumis à la doxa dominante, au regard des autres. Mais en fait, il ferait une femme parfaite. C'est ça. Vous remarquerez que pour Éric Zemmour, contrairement à ce qu'on dit, la femme parfaite existe. Ah oui, bien sûr. Non mais, vous voyez, c'est ça. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas femme, on le devient. Poussé aujourd'hui dans ce qu'ils appellent la théorie du genre, que maintenant ils se cachent derrière en disant mais non, elle n'existe pas. Ce qu'ils disaient le contraire il y a 3-4 ans, mais peu importe, c'est pas grave. C'est ça. Ça veut dire que tout est culturel. Tout est construit socialement par le regard de la société. Donc tout peut être déconstruit. Vous voyez, on en revient à mon histoire de la déconstruction. Et donc, rien n'est naturel. Et ils en sont, je ne sais pas si vous avez vu ça quand même dans Libération, ils en sont à prôner des piqûres pour arrêter la croissance des adolescents qui
ne se sentiraient pas, comme ils disent dans leur jargon, hommes ou femmes, c'est-à-dire des petits garçons qui diraient, moi, je ne suis pas un garçon, on le pique et on arrête sa croissance. Pareil pour les filles. Mais je vous assure que c'est vrai, je n'invente rien. On est exactement dans les théoriciens nazis. Mengele faisait des expériences comme ça. Il s'amusait beaucoup. On est là. Donc, et ça, c'est au nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, du progrès, au nom de l'amélioration, au nom de la liberté. Hein. Vous l'avez dit, l'eugénisme, pareil. Évidemment. Donc, vous voyez, ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la négation, le féminisme devient ce qu'il était en germe, c'est-à-dire comme tous les ismes, une idéologie totalitaire. Puisqu'il interdit certains mots et il commence à traficoter les corps et à jouer avec les hommes et les femmes. Et vous avez vu toute la polémique sur la théorie du genre, sur la ligne azur. J'étais en pointe dans cette théorie, dans cette polémique, et pour cause. Parce que vous avez bien compris que le gouvernement a menti de bout en bout. Et que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Conseil d'État lui a donné tort. Le Conseil d'État s'est passé complètement inaperçu. Le Conseil d'État, qui n'est pas l'antre de la réaction, qui n'est pas du tout vraiment sur ma ligne, c'est le moins qu'on puisse dire, le Conseil d'État a quand même dit que toute cette histoire de théorie du genre, de ligne azur, où on demandait à des enfants de 10 ans d'appeler pour savoir s'ils étaient homosexuels et quelles pratiques sexuelles ils préféraient, c'était un scandale. L'État a été condamné. Madame Najat Vallaud-Belkacem ne le dit pas, hein, parce qu'à l'époque, elle traitait de menteurs des gens comme moi qui le disaient. Donc, si vous voulez, ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est passé au stade suprême. C'est devenu un totalitarisme qui veut changer les mots, changer les réalités et effectivement imposer ces règles à des gens qui n'en veulent pas. Alors, on a vu les critiques qui venaient plutôt de la gauche. Il y a une critique qui vient parce que vous êtes critiqué aussi par la droite la plus radicale, qui n'aime pas tellement Éric Zemmour, contrairement à ce qu'on peut croire, et qui dit oui, on le laisse parler aujourd'hui, parce que maintenant, c'est trop tard. Et quand on disait la même chose il y a 30 ans, on était dissous. En gros. Hein. Alors, il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai. Mais ce qui est idiot, c'est on le laisse parler. Non. C'est-à-dire que c'est vrai que, mais je l'ai dit moi-même, depuis 30 ou 40 ans, on a établi petit à petit un corset liberticide qui a empêché certains gens qui avaient vu juste de parler. Maintenant, comment vous dire, c'est pas qu'on me laisse parler. D'abord, je fais remarquer à ces gens-là que petit à petit, on enlève tous mes moyens d'expression. Vous voyez, j'étais à la télé hertzienne chez Ruquier, on m'a viré. J'étais à la télé TNT, à iTélé, on m'a viré. Il me reste 2 chroniques à la radio et une émission sur la chaîne payante. Donc, avec évidemment de moins en moins de téléspectateurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, évidemment, je dis des choses à un moment où la réalité commence à nous sauter à la figure. Les gens qui disaient ça il y a 30 ans, ils étaient visionnaires. Il faut leur rendre hommage. Moi je n'ai rien contre ces gens. Il y a des gens qui étaient visionnaires. Je veux dire, on parlait du livre de Raspail tout à l'heure. Le Camp des Saints, c'est un livre prophétique. Je vais d'ailleurs, Jean Raspail, je ne sais pas qui me voit, il m'embrasse comme du bon pain, donc comme quoi il m'en veut pas, vous voyez, de dire des choses qu'il a dites il y a 40 ans. Il avait raison. Pourquoi il n'y a pas de rivalité, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont un peu aigris, mais ça c'est le problème. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est de la psychologie. Encore une fois, on ne va pas tomber dans la psychologie, on ne va pas tomber dans ce que je dénonce. Alors, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est aussi d'actualité avec ce qui s'est passé en Grèce. C'est nous et l'Europe. Alors, Jean-François Kahn, qui je recevais à différentes reprises dans des émissions du Festival du Livre, remarquait, Dieu sait s'il n'est pas du tout de la même sensibilité qu'Éric quand il aborde des problèmes sociaux, que malgré tout, quand il y a eu les élections sur l'Europe, les dernières où le peuple a voté contre, mais tout le monde s'en est foutu, il y a 95% ou 85% du monde politique et des médias qui disaient qu'il fallait voter oui, et c'est le non qui l'a emporté. Donc il avait fait une fracture entre la bulle, la classe médiatique, qu'il appelle, le peuple, et d'autre côté, entre le peuple et l'Europe, et on retrouve là les notions de Bruxelles, des Grecs et de populisme. Alors, c'est un
une vaste question. Alors, si vous voulez, il y a deux choses qui se sont, une fois de plus, rencontrées. Il faut essayer de partir pour bien comprendre ce qui se passe. Moi, j'aime bien, vous avez vu, essayer de rajouter mes petits moellons, comme ça, les construire mon petit édifice, parce que sinon, on ne comprend rien. Et on est emporté par le discours affectif, vous voyez, sentimental, avec lequel on nous rebat les oreilles. J'aime, j'aime pas, je suis méchant, je suis gentil, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a l'idée d'Europe, elle se fonde sur l'épuisement des grands conflits entre, non pas les nations, comme on l'a dit, mais entre les impérialismes des nations. C'est-à-dire qu'il y a eu, en gros, pour parler vite, un conflit majeur entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. L'Angleterre jouant l'Allemagne quand la France était très puissante, l'Angleterre jouant la France quand l'Allemagne était très puissante. Toute l'histoire des 3 derniers siècles, c'est ça. C'est l'Angleterre avec les Prussiens, dans les guerres de Louis XIV, dans les guerres de Napoléon. Et puis, comme la France s'affaiblit, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 1815, et que l'Allemagne devient la puissance dominante sur le continent, qui reprend le projet unificateur de la France, l'Angleterre s'allie à la France, c'est la guerre de 14, c'est la guerre de 40. Ça, c'est une première chose. Et toutes ces guerres-là, tous ces affrontements entre les 3 grands pôles, les 3 grandes nations, si vous voulez, de l'Europe, finissent par l'épuisement des 3 protagonistes, et c'est les Américains qui ramassent la mise et qui dominent cette Europe abaissée. Voilà, ça, c'est, si vous voulez, le contexte historique. Certains l'avaient prédit, Talleyrand l'avait prédit, par exemple, Napoléon l'avait vu venir, etc. Et même Napoléon III, vous savez, on lui reproche beaucoup son expédition au Mexique, mais cette expédition au Mexique dans les années 1860, il voulait profiter de la guerre de sécession pour affaiblir la puissance américaine qu'il voyait venir. Donc vous voyez tout ça, et bref. Et donc, on se dit, puisqu'on est faible, mettons-nous ensemble. Sauf qu'il y a un premier vice, VICE, dans cette fabrication, c'est que c'est le maître américain qui nous pousse à nous mettre ensemble. Vous voyez, comme acte d'indépendance et de force, c'est pas terrible. Et le grand maître de cette unification, Jean Monnet, est un homme des Américains. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Jean Monnet, il pense que la guerre vient du nationalisme et que donc c'est les nations qui sont coupables et que donc ce sont les peuples. Les peuples veulent la guerre. Donc, pour avoir la paix, il faut se débarrasser des peuples.